Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, les habitudes. Parce que ce ne sont pas tes revenus qui font la différence sur le long terme, mais c'est ce que tu fais avec ton argent au quotidien. Pourquoi, tu peux te poser ces questions-là, pourquoi certaines personnes avancent financièrement alors que d'autres restent bloquées? Très souvent, ça va jouer sur un levier, ce sont les habitudes. Donc dans cet épisode, on verra concrètement comment mieux gérer ton argent et commencer à investir intelligemment grâce à des actions simples et régulières que tu pourras mettre en place. Et pour cela, j'ai le plaisir d'inviter Arnaud Saudré pour l'épisode d'aujourd'hui. Et bien, bienvenue Arnaud sur l'épisode Investir pour demain. Bonjour Emilien, merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais déjà commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter et nous parler un peu de ton parcours et de ta mission? Ouais, ouais, complètement. Bah, moi, c'est Arnaud Saudray. Je suis d'Annecy et mon objectif, c'est un petit peu le même que le tien, c'est de rendre l'éducation financière accessible au plus grand nombre. Moi, je suis principalement sur Instagram, où je fais des petites vidéos courtes sur l'éducation financière. Et j'accompagne aussi des personnes de façon voilà, plus personnalisée, où je forme pour les rendre autonomes vis-à-vis de leurs investissements et de leurs finances personnelles. Et voilà, un petit peu pour la description rapide. Ok, mais écoute, merci. Donc ouais, clairement, on a la même mission, c'est de rendre l'éducation financière accessible à tous. Donc, pour démarrer, on va partir un petit peu sur le problème que j'appelle de base. Et la première question que j'aimerais te poser et qu'on débatte notamment là-dessus, c'est pourquoi aujourd'hui on voit autant de personnes qui ont du mal à gérer leur argent. En fait, la réponse, pour moi, elle est très simple, c'est qu'on n'a eu aucune éducation financière en France, que ce soit au lycée ou en études sup. Moi, j'ai pu le voir, j'ai un master en études sup. À aucun moment, on m'a parlé d'éducation financière. Au lycée, encore moins. On a très vite fait des cours d'économie pour certaines filières, mais on n'aborde pas ce côté éducation financière. Donc aujourd'hui, c'est normal que la plupart des Français soient complètement perdus vis-à-vis de tout ça. On, à aucun moment on amène le sujet sur la table. Donc la seule façon de s'y intéresser aujourd'hui, c'est si on est tombé sur des vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et qu'on s'est dit ah ok ça m'intéresse. Sinon à aucun moment on va y penser naturellement. Oui, totalement. J'aime bien prendre j'ai un schéma que j'aime bien partager. C'est le schéma où je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'école. C'est que à l'école, on nous apprend à gagner des connaissances et des compétences pour un métier, pour gagner de l'argent. Par contre, à l'école, on ne nous a jamais appris à savoir garder cet argent et savoir le faire fructifier. Mhm. T'en penses quoi par rapport Ouais. à ça? Bah ouais, je suis complètement d'accord. Il y a savoir gagner de l'argent, mais après, on peut gagner autant d'argent qu'on veut, si on sait pas le gérer, on va jamais s'enrichir. Il y a des gens, ils peuvent gagner des fois 10 000 €, mais par contre, ils vont avoir une gestion financière catastrophique et ils vont se sentir pauvres toute leur vie. Alors qu'il y a des fois des gens qui vont gagner 2 000 €, voilà, et par contre, qui vont avoir une très bonne gestion financière, qui vont réussir à la fois épargner, économiser, puis même investir leur argent pour le faire fructifier et qui vont pouvoir pour plus tard soit se préparer une bonne retraite, commencer à avoir des revenus passifs et avoir une liberté financière. Et Donc comme c'est dommage tu, de dire que des gens qui des fois gagnent plus d'argent, Hmm. soit juste parce qu'ils n'avaient pas cette compétence, financière, mais ils savent pas comment faire fructifier, gérer leur argent et être plus serein au quotidien. Ah, c'est vrai que c'est pas le montant que l'on gagne qui va faire la différence, c'est comment on gère notre argent derrière. Donc, au-delà de l'éducation, est-ce que ce serait pas aussi une forme de question psychologique? De se dire, bah, je gagne plus d'argent, du coup, peut-être que je dépense plus. Ouais, complètement. Je pense que, à partir du moment où on gagne plus d'argent, on a cette volonté de vouloir directement augmenter notre niveau de vie. Le problème, c'est que si on augmente notre niveau de vie, c'est possible de l'augmenter, mais je pense que c'est très, très dur de revenir en arrière si, demain on vient à avoir un salaire plus bas. Si on s'est habitué à vivre dans un 100 m², à aller au restaurant régulièrement et que du jour au lendemain on passe d'un salaire à 10 000 de 10 000 à par exemple, juste 5 000, on va devoir peut-être chercher un logement plus petit, on va devoir aller au resto moins souvent et revenir en arrière, je pense que c'est 10 fois plus frustrant que si juste dès le début, tu tu as eu la bonne pratique de dire: «OK, mon salaire a augmenté, c'est pas pour autant que je vais augmenter mon niveau de vie tout de suite».
c'est bien de l'augmenter progressivement parce qu'il faut quand même savoir se faire plaisir. Pour moi, c'est un juste milieu entre se faire plaisir et faire fructifier son argent. Mais ouais, il faut prendre le temps avant d'augmenter son niveau de vie. Ouais, et comme tu le dis, au début, eh beh, si on arrive à augmenter ses revenus avant d'augmenter son niveau de vie, c'est un levier supplémentaire, donc pour épargner et derrière pour l'investir. Donc ça, c'est essentiel. Par rapport à ça, et notamment par rapport un peu aux habitudes fondamentales, quelles sont, selon toi, donc, les 3 habitudes ou même plus, hein, à toi de me dire, on débattra là-dessus, pour bien gérer aujourd'hui ses finances, avant même de parler d'investissement? OK. Est-ce qu'il y a Je des vais devoir choses peut-être réfléchir que car j'avais pas est-ce que toi, ah, peut-être, tu as des choses que tu as appliquées quand tu en as pris conscience? Dès ta jeunesse? Enfin, même si tu es jeune encore maintenant, mais alors moi, c'est un cas spécifique parce que ça a été très naturel. À partir du moment où j'ai gagné de l'argent, j'ai jamais été un gros dépensier. Donc OK. naturellement, moi, je me suis mis à l'économiser et à l'investir parce que j'en avais pas le besoin. Maintenant, pour quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être dans la vie active et qui aimerait commencer à mettre en place des bonnes habitudes, hem, la première bonne habitude, je pense au début, ça va être malgré tout de budgétiser. Pour être conscient de là où va l'argent. Mmh. Là où en fait, on se rend pas compte, mais l'argent sort très, très vite de nos comptes bancaires. On se rend très vite compte à la fin du mois, on a plus d'argent, mais on sait pas où l'argent est passé. Donc l'idée de faire, un tableau de budgétisation, mais très simpliste, hein, juste où est parti l'argent. Je dis pas de faire un tableau compliqué, mais ça va permettre de se rendre compte: «Ah OK, je me suis pas rendu compte, mais il y a beaucoup d'argent qui est parti peut-être, dans Uber Eats, dans les abonnements». Et très souvent, rien que là, on va pouvoir optimiser beaucoup de choses dans le côté budgétisation. Si on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, on va pouvoir juste en optimisant ce côté-là. Donc on peut, par exemple, regarder tous les abonnements qu'on a, et voir lesquels on utilise vraiment et lesquels on n'utilise plus. On va pouvoir regarder les postes, les lignes où on dépense le plus et peut-être se dire: «Est-ce que j'en ai réellement besoin?» et venir optimiser ça pour le mois d'après. Donc ça, en prenant cette habitude qui peut être fait à n'importe quel moment, juste après ce podcast, tu regardes ton compte en banque et tu regardes sur les 30 derniers jours les dépenses que tu as eues. Bah, pour le mois d'après, tu vas peut-être pouvoir mettre 100 € en plus de côté ou 200, voire des fois 300, voire 500 € de côté. Donc avant même de parler investissement, côté budgétisation, ça permet de commencer à épargner. Maintenant des Mmh. habitudes à avoir dans le quotidien, il y en a plein, Et je il y en a plein. rebondis Ouais, juste sur ce que tu dis, ça permet aussi une prise de conscience. Parce que quand exactement. tu notes réellement tes dépenses par rapport à tes revenus, tu dis, bah, enfin, sans noter, tu fais pas attention, tu fais même l'autruche, où tu mets ta tête, sans Ouais, regarder tes dépenses, tu ouvres pas ton compte en banque. Et là, quand tu le vois écrit, heu, quelles sont tes dépenses, concrètement, c'est là que tu te rends compte que: «Ah ouais, en fait, ça, je pourrais l'optimiser. Est-ce que ça, j'en ai réellement besoin dans mon quotidien? Si oui, non, et bah, non, et bah, supprime-le». Et en faisant des petites économies comme ça, mine de rien, même si on n'a pas forcément un salaire important, ou on a quand même des dépenses obligatoires qui ont une part importante de nos dépenses, on arriverait quand même à diminuer ne serait-ce que 40 à 50 € par mois. Et sur un an, ça fait 600 €. Ce qui est complètement. monstrueux derrière pour l'investir, parce que 600 € investis à 8% derrière, et bah, sur du 20 ans, c'est monstrueux le retour sur investissement. Complètement et Heu, des bonnes habitudes comme ça qui permettent d'économiser des petits montants de façon mensuelle, mais qui sur l'année font des grands montants, il y en a plein. On prend par exemple le téléphone, il y en a beaucoup encore mmh, aujourd'hui qui payent leur téléphone, avec, leur abonnement, téléphonique. Ça très souvent, même après avoir payé le téléphone, avec l'abonnement téléphonique, on continue de payer avec l'abonnement qui est trop cher. Donc mmh, faut à tout prix appeler son opérateur téléphonique et négocier ses prix. Hem et là, très vite, si on prend le côté box internet et téléphone, on peut économiser jusqu'à peut-être 30 € par mois, qui sur l'année, ça va faire, voilà, ça va faire plus de 350 €. Donc c'est des petites actions comme ça, mais du quotidien qui font que, tu peux très vite économiser beaucoup d'argent. Moi, une autre astuce que j'aime bien donner, si on veut une bonne habitude encore à mettre en place, ouais. c'est ne jamais aller faire ses courses le ventre vide, pardon. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que si tu y vas le ventre vide,
bah, tu vas passer devant les rayons sucrés, tu vas vouloir acheter du Ouais, sucre. Tu vas passer devant les chips, tu vas vouloir prendre des chips et tu vas acheter plein de trucs que tu aurais pas pris si tu avais bien mangé avant d'aller faire les courses. c'est ça. Et donc, tu économises de l'argent et en plus de ça, tu économises, bah, tu améliores ta santé, quoi. Ouais, carrément. C'est gagnant-gagnant. Bon, après, tu te retrouves chez toi, des fois, tu as un petit peu faim et tu te dis: «Ah mince, j'aurais bien eu mon petit paquet de chips», mais du coup, tu l'as pas et tant mieux. D'ailleurs, j'ai vu, Emilien, toi, tu as aussi ce côté très sportif dans ton contenu, donc je pense Ouais, c'est que ça te parle discipliné tout par ça. rapport à l'alimentation et tout, donc c'est vrai que pareil, hein, enfin, je rebondis sur ce que tu disais, quand je vais faire les courses avant de manger, très souvent j'achète, bon, je vais pas acheter des conneries comme des chips, mais je vais acheter un gros pain aux céréales ou un gros pain aux noix, tu vois. Et peut-être une barre de chocolat noir en plus. Donc c'est bon, mais c'est de l'alimentation en réalité, j'en ai pas réellement besoin parce que j'en ai assez dans, dans mon quotidien avec ce que j'achète habituellement. Donc ça peut aussi faire des économies, tu vois. C'est pour ça que comme tu disais, d'aller faire ses courses après manger, c'est intéressant. Ouais. Et en fait, des petites astuces comme ça, les bonnes habitudes à prendre pour, Mm. commencer, à mettre un petit peu des sous de côté et gérer un peu mieux son argent, je pourrais t'en donner des dizaines. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire une bonne, C'est deux, ça. trois bonnes habitudes parce qu'en fait, c'est un truc au quotidien qui vient s'accumuler. Et par rapport à ça, donc maintenant que tu as parlé un petit peu des habitudes, je pense qu'il y a une habitude qui est quand même fondamentale dans la gestion de ses finances, c'est de suivre ses dépenses et ses revenus. Donc suivre Mmh. la gestion de ses finances euh, assez régulièrement. Pour toi, est-ce que c'est donc réellement nécessaire et à quelle fréquence il faudrait le faire pour avoir une bonne vision et ne pas trop se perdre? Pour moi, faut le faire. Déjà, si tu l'as jamais fait, faut le faire. Déjà une première fois, ça va être hyper important et le faire au moins 2 mois d'affilée pour tester. Pour voir un mois où, tu as un mois de référence où tu as mis aucune action en place et le mois d'après où tu as pu mettre quelques actions en place et voir si réellement il y a eu une évolution. Donc déjà pour moi sur 2 mois, c'est nécessaire. Ensuite, moi je considère que tu es pas obligé de faire ça forcément tous les mois, bien que c'est une bonne habitude à prendre, je le recommande. Mais je peux Ok. comprendre que tu pas forcément l'envie et la motivation de faire ça tous les mois et t'embêter avec ça. Mais par contre, le faire tous les ans, je pense que c'est indispensable. Parce que tous les ans, on va se retrouver peut-être l'année prochaine avec de nouveaux abonnements, de nouvelles dépenses qu'on n'aurait pas eu l'année d'avant. Donc le faire au grand minimum, mais je dis bien que c'est le grand minimum, une fois par an, ça permet de revenir sur une base saine, je considère. Toi, à titre personnel, tu le fais tous les combien de temps? Suivre tes Moi, dépenses? personnellement, je le Oui. fais tous les mois. Je suis assez au clair sur, là où va mon argent, heu Ok. et là où il rentre. Ok. C'est intéressant parce que du coup, moi j'ai une vision différente de la tienne. Dans le Vas-y, sens dis-moi? où je me dis, si tu le fais tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois peut-être, en fait, tu auras une flemme totale de suivre tes dépenses tellement quand tu iras sur ton compte bancaire, ça va te prendre de 2 heures, ça va être méga trop long. Moi, ce que j'aime faire, c'est je me prends le dimanche matin, toutes les semaines, Ah 5-10 ouais, OK. minutes, hein, vraiment, 5-10 minutes, et je note juste mes dépenses. Comme ça, je mets tout dans mon tableau. Donc, t'as pas 36 000 dépenses, mais t'en as allé peut-être une dizaine. Donc, ça me prend 5-10 minutes, grand max. Et ensuite, à la fin du mois, le dernier jour ou le premier jour du mois suivant, c'est là où je rentre, je fais un résumé global de mes investissements, de mes revenus, de mes dépenses et que j'analyse globalement l'ensemble de mon patrimoine. Et ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que je peux améliorer. OK, intéressant. Bah, tu vois, je pense que les 2 se font en fonction des préférences de chacun. Le faire de façon mensuelle, en réalité, tu penses que ça prend du temps, mais ça prend vraiment pas de temps, hein. Ok, C'est l'espace de 20 minutes à checker ses ok, comptes et à le remplir sur un tableau. Surtout que quand ouais, tu l'as déjà rempli une première fois, le tableau, pour le mois d'après, si tu as des dépenses récurrentes, tu as juste besoin de faire un copier-coller. Donc faire toutes les semaines, ça peut être une bonne habitude pour pas avoir, d'un coup, ouais, plusieurs lignes à rentrer. C'est, je pense que les oui. 2 se valent. Je Et mais je peux ouais, voilà, comprendre. faut que chaque personne trouve ce qui lui convient le mieux. Maintenant, quand tu as des coachings, donc toi qui fais pas mal de coaching personnalisé avec des clients, des personnes,
comment et donc une personne qui ne sait pas vraiment structurer son épargne, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Comment bien structurer son épargne? Est-ce que tu as peut-être une stratégie que tu lui présentes, peut-être le 50-30-20, ou tu as d'autres manières de d'élucider tout ça et puis de lui expliquer comment structurer au mieux son épargne? Ouais. Alors, je présente, la stratégie du 50-30-20, bien que je mets beaucoup de pincettes sur cette stratégie qui qui est très scolaire, en fait. 50 dans les besoins, 30 dans les envies et 20 pour les investissements, c'est possible, mais c'est pas adapté à tous les profils, pour le coup. Tout le monde va pas pouvoir se reconnaître dans le 50-30-20. Faut que ça reste un truc très théorique, qui est très bien, qui permet d'avoir un plan et de viser quelque chose, mais ça reste très théorique. Maintenant, pour la gestion de l'épargne, donc je présente ça en expliquant que voilà, hem, il faut avoir des catégories en effet de plus ou moins 50 dans les besoins, être conscient de ce qui va dans les besoins. Mais si tu dépasses, si tu vas des fois dans les 55, parce qu'aujourd'hui, c'est très souvent le côté besoin qui prend le plus de place, parce que souvent on a des loyers très, très chers et donc la partie loyer, ça va dans les besoins. Faut adapter le reste de la formule. Peut-être mettre moins dans les plaisirs et mettre moins dans les investissements. Donc ça, je le présente évidemment, et il y a aussi, moi je fournis un tableau de budgétisation très minimaliste. Un tableau où tu vas pouvoir mettre tous les revenus. Enfin, c'est un tableau mensuel. Tu vas pouvoir mettre tous, les revenus que tu as eu ce mois-ci, où tu vas pouvoir mettre toutes tes dépenses fixes que tu as. Donc dépenses fixes, ça va être les abonnements, ça va être le loyer, ça va être tout ce qui tombe nécessairement tous les mois. Comme ça, tu es sûr que c'est ce qui va forcément tomber, c'est ce que tu vas devoir payer dans tous les cas. Une partie avec les dépenses variables. Donc c'est si par exemple tu es parti au resto, si tu as fait du shopping, c'est ce genre de choses. Et une partie investissement, où là, c'est là où tu vas mettre, si tu as mis, sur ton livret A, si tu as mis sur un PEA, sur un compte extraordinaire, c'est là-dessus que tu vas le mettre. Et à la fin, tu as un petit bilan qui va t'expliquer: «OK, par rapport à tes revenus, voici si tu as gagné de l'argent ou perdu de l'argent ce mois-ci». Ok. Ouais, donc déjà, comme on disait tout à l'heure, budgétiser et après, en fonction de ta situation, comment structurer quoi. Parce que effectivement, je pense que ça va dépendre vraiment de chaque profil de personne dans le sens où il y a des personnes qui vont gagner un SMIC alors qu'il y en a d'autres qui vont gagner 10 000. Donc la répartition des dépenses obligatoires sera totalement différente dans leur portefeuille. C'est très propre à chacun. Déjà entre, un étudiant et quelqu'un qui a une vie active, ça va être très différent. Entre quelqu'un qui a une compagne et quelqu'un qui est célibataire, pareil, ça va être Mm. très différent. Des fois, il y a de l'argent, qui est géré via des comptes joints, donc pareil, c'est des choses à prendre en compte. Donc tu peux pas faire, 2 fois de la même façon. C'est impossible. Moi, j'ai une stratégie que j'aime bien employer pour une personne qui potentiellement n'arrive pas à bien épargner ou qui n'a pas forcément la capacité pour au début. C'est de se dire, imaginons que cette personne, elle arrive à mettre 5 à 10%, allez, on va prendre 10% d'épargne de côté Mmh mh. tous les mois. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se donner un objectif sur 3 mois, sur le trimestre, d'augmenter sa capacité d'épargne de fois 1,1. Donc, tu vas te dire sur 1000 euros, donc tu as 100 euros, tu vas essayer d'augmenter et de passer à 110 euros sur les 3 prochains mois. Si tu as réussi, tu vas refaire fois 1,1 sur le trimestre suivant. Et donc là, tu vas passer à 100, 122, 122 euros, 120, ouais, 121 euros, etc., etc. Et mine de rien, sur quelques années, tu peux vraiment augmenter. Et puis, c'est assez lisse. Tu vois, c'est pas brutal d'un seul coup où je dois Mmh mh. augmenter mon épargne à 25%. Non. Au moins, ça Mmh. permet chaque personne de prendre des bonnes habitudes et puis celles qui ont des difficultés d'épargne de pouvoir progresser et mieux épargner au fur et à mesure. Complètement, vaut mieux faire les choses, progressivement, mais qui vont être maintenables sur le long terme, que d'un coup se restreindre, avoir, un côté plaisir qui va descendre drastiquement, mais qui est pas maintenable sur le long terme. Hmm. Moi, c'est un truc que j'insiste bien avec, sur lequel j'insiste bien avec mes élèves, c'est, hem, oui, essayer de mettre de l'argent de côté, essayer d'économiser, mais il faut que ce soit maintenable. Donc continuez de vous faire plaisir. Si vous voulez aller au resto, allez au resto. Je vais pas vous dire de pas aller au resto. Mais par contre, ayez conscience de ce que vous allez dépenser au resto. C'est pour ça que budgétiser, c'est top, parce qu'au moins tu as conscience de: «Oui, je suis allé au resto, oui, je me suis fait plaisir».
Maintenant, j'ai conscience que peut-être à côté, je vais faire un peu plus attention. Mmh. Ouais, c'est clair. De toute façon, la prise de conscience, c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. La relation à Ouais. l'argent. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant qu'on a parlé de l'épargne et qu'on a fait un beau petit tour là-dessus, par rapport à l'investissement, donc on a parlé, on s'est dit que bah, par rapport à l'épargne, tout venait aussi du côté psychologique et de l'apprentissage, de l'éducation. Maintenant, par rapport à l'investissement, enfin, je veux dire, pourquoi le passage à l'investissement, il est aussi souvent bloquant? Ça peut être tout type d'investissement, hein, mais pourquoi, selon toi, il est bloquant? Parce que ça fait peur, parce qu'il y a encore beaucoup de croyances qui sont là et qui sont à déconstruire. Aujourd'hui, on voit des films, on prend, Le Loup de Wall Street, c'est encore dans les croyances de la majorité des gens. C'est on va mettre de l'argent quelque part, il y a de grandes chances que ça se crache et qu'on perde énormément. Hem, En fait, il y a beaucoup de peur à déconstruire, avant même de commencer à investir. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir, investir sereinement si tu es encore dans cette croyance de: «OK, si j'investis mon argent, il y a de grandes chances que je le perde. Si je sais pas où l'investir, j'ai peur que d'avoir des frais trop élevés». Il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Hmm. Hem, D'où notre rôle de D'où démocratiser les notre idées. rôle. Ouais, exactement. Mais de toute façon, je le vois aujourd'hui, ce qui fait que des gens se sont lancés ou ne se sont pas lancés, c'est uniquement la peur. Que Ouais. ce soit la peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper, de d'investir au mauvais endroit, alors que la peur, elle devrait être autre part. Pour moi, la vraie peur devrait être sur le fait de ne rien faire. Parce Hmm. que quand tu n'investis pas, quand tu gères pas ton argent, tu es sûr à 100 que tu vas continuer de perdre de l'argent. Aujourd'hui, on a une inflation qui tourne je crois qu'on est aux alentours des 2 si je dis pas de bêtises. Ouais. Peut-être que ça va augmenter avec ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, ces dernières années, on était aux alentours des 2. On a un livret A qui est à 1,5. Donc à partir de là, si tu laisses ton argent sur ton livret A, tu es sûr que tu vas pas faire fructifier ton argent et que tu vas perdre du pouvoir d'achat, avec les années qui viennent. Hmm. Complètement. Et pire encore, si tu laisses ton argent sur un compte courant avec 0% d'intérêt, et ben si tu prends 10 000 euros, au bout de 30 ans, c'est divisé par deux. C'est-à-dire que, ok, tu auras toujours 10 000 euros sur ton compte courant, mais la valeur réelle que tu pourras utiliser au quotidien quand tu vas faire tes achats, ça va être autour de 5 500 euros. Donc tu as une perte de quasiment divisé par deux, quoi. C'est affolant. Et puis 30 ans, enfin, on peut dire que c'est loin, mais si on fait rien, bah, c'est une perte de pouvoir d'achat net. Alors que si on investit, évidemment, donc je suis totalement d'accord avec toi, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Et par rapport à ça, donc je pense que c'est une croyance, hein, est-ce qu'on peut commencer avec 50, 100 euros par mois à investir en bourse? On se dit, bah, épargner 50, 100 euros, ça fait rien, mais du coup, est-ce que l'investissement avec 50, 100 euros, ça peut aussi avoir un impact vraiment conséquent à long terme? Mais complètement, allez-y, faut se lancer et c'est trop bien de se lancer au début avec des petits montants, car ça permet de se tester aussi, sur plein de niveaux. Si tu fais une erreur, même, avec 50-100 €, bon, bah, c'est pas très grave. Mais au moins, tu auras fait l'effort de te lancer, tu auras appris et tu vas commencer à créer une habitude et une discipline sur le long terme. Mm. Donc même avec des petits montants, aujourd'hui, c'est facile de se lancer. Il y a plein d'applications qui permettent de se lancer avec 50-100 €. Donc l'excuse de, je sais pas comment faire, de, cette il faut trop d'argent pour commencer à investir, ça fonctionne plus aujourd'hui. Je veux bien qu'il y ait 20 ans, avec 50-100 €, ce soit compliqué d'investir. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour investir avec 50-100 €. C'est ça. Chacun a son degré de capacité d'investissement. Mais voilà, tout le monde peut être dans la capacité de commencer à investir aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et Ouais. par rapport à ça, donc toi qui es quand même un peu comme moi d'ailleurs, qui est spécialisé sur le côté bourse, quelles sont les habitudes et notamment les erreurs à éviter absolument quand on commence à investir en bourse? Donc le côté négatif, le côté néfaste. Et après on verra quelles seront les bonnes habitudes à mettre en place. La plus grosse erreur que je vois très fréquemment, c'est de vouloir trop en faire dès le début. Des gens qui vont soit acheter trop d'ETF, trop d'actions, sans même comprendre ce qu'ils achètent. Ils vont être en mode: «Hey, regarde, je suis un investisseur, j'ai du Tesla, j'ai du Amazon, j'ai du patati patata». Ils vont avoir 30 lignes sur leur téléphone,
La moitié des lignes, ils savent même pas ce que c'est. Ouais, donc la plus grosse erreur quand on se lance, c'est de vraiment pas vouloir trop en faire. Surtout si au début on n'a pas grand-chose à investir, mieux vaut le concentrer sur un ou 2 très bons ETF qui vont permettre d'avoir de la diversification, heu et heu ouais, et commencer à faire fructifier son argent, que de commencer à vouloir plein de lignes. Moi, j'ai tendance à dire que généralement la complexité en bourse, c'est pas ce qui rapporte de l'argent, c'est la simplicité qui rapporte de l'argent. La bourse, c'est ennuyeux, finalement. Si tu t'ennuies quand tu investis en bourse, que c'est chiant parce que tu investis toujours dans le même ETF, c'est que tu es sur la bonne voie. Ouais. C'est ce que disait Warren Buffett, non? Bah, je sais pas du tout, La bourse peut-être. ennuyeuse, ou c'était son acolyte, mince, j'ai oublié son nom. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est clair que vouloir en faire, c'est une très mauvaise chose. Et puis, bah, personnellement, je parle en expérience, parce que quand j'ai commencé, j'avais investi. Donc j'avais commencé par la crypto, moi, quand j'ai vraiment commencé l'investissement, avant Ouais. de vraiment m'orienter en bourse. Donc c'était 2021-2022. Et bah, tu vois, pour t'expliquer, j'avais investi sur une vingtaine de d'altcoins, tu vois. Enfin, alors que Mmh. je connaissais rien du tout. C'était honteux, vraiment, avec la prise de Ouais, ouais. recul. Non, mais si j'en parle, c'est parce que moi, l'erreur, je l'ai fait aussi, hein, de vouloir trop en faire et d'avoir plein de lignes. Puis tu te rends compte que, bah, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mmh. Mais c'est bien, c'est formateur. Moi, je préfère quelqu'un qui a 30 lignes sur son téléphone et qui a quand même tenté quelque chose, que quelqu'un qui s'est jamais lancé. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et par rapport à ça, moi, il y a une erreur aussi que je mets fortement en avant, c'est l'erreur de vouloir timer le marché et donc au final de ne jamais rentrer. Ouais, exactement. Ça, c'est une idée, une idée reçue qui est très, très, très présente, par la majorité des gens, de se dire: «Ah OK, c'est pas le bon moment pour investir. Mmh. Je veux commencer au bon moment parce que là, voilà, avec ce qui se passe en Iran actuellement, les marchés, c'est compliqué, je vais pas rentrer maintenant». OK, il y a 2 ans avec, Mmh. le conflit en Ukraine, la hausse des taux d'inflation, pareil, c'est pas le bon moment, je vais pas commencer à investir maintenant. Il y a 6 ans avec le Covid, pareil, bah non, il y a le Covid, je vais pas commencer à investir maintenant. En fait, peu importe, chaque année, il y aura toujours un truc qui fait que ça va pas être le bon moment. Soit parce que Mmh. la bourse est trop haute et que c'est voilà, ça sert à rien parce que la bourse est trop haute, si je commence maintenant, ça va forcément redescendre. Soit parce qu'il y a une crise actuellement et que c'est bas et on va se dire: «Bah non, ça va continuer de descendre». Donc vouloir timer le marché pour un investisseur long terme, c'est la pire idée. Ouais, c'est clair. Et c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une anecdote. C'était hier, tout juste, non, avant-hier, pardon, avec mon coloc, parce que je suis en coloc, et avec deux personnes. Et il y a un de mes colocs qui, lui, en fait, je l'ai un peu formé à l'investissement en bourse. Donc il a commencé à investir sur les ETF, le S&P 500 notamment. Et puis il se disait toujours: ouais, le marché il est trop haut, je vais pas investir. Je fais: investis, investis. Et puis donc il a commencé à investir. Et il me dit: ouais, je vais garder de l'argent quand les marchés vont chuter. Ok. Et là, les marchés, bah, ils ont chuté. Le S&P il a fait moins 9%, je crois, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et résultat, au moment de la baisse, lui qui attendait cette fameuse baisse, il a pris peur. Et donc, il a pas Ah ouais? investi. Et c'est là que tu te dis, tu vois, la psychologie de l'investisseur, ça a tellement un impact fort que essayer de timer le marché, c'est trop compliqué. Même si le timing devant toi, il est là. Mais encore une fois, t'as les médias qui t'impactent, qui disent des choses négatives, donc t'as le bruit extérieur qui, au final, t'empêche d'investir quand t'es un investisseur en manque, évidemment, d'expérience. Complètement et de toute façon, voilà, ça sera jamais le bon moment d'investir pour quelqu'un qui veut pas se lancer, enfin qui ouais, mais qui a peur en fait, c'est des peurs qui reviennent. Heu, Maintenant moi j'ai une autre anecdote à te raconter, heu, c'est que souvent on a l'impression que c'est bien plus négatif par rapport à ce qu'on voit sur les médias que ce qui se passe réellement. On Mm. prend là avec ce qui se passe actuellement, tu me parles du S&P 500 qui a chuté, de 9. La vérité, c'est que pour tout investisseur long terme qui investit depuis 1 an aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un portefeuille dans le rouge, en négatif. Juste sur l'échelle de 1 an, hein, je te parle même pas de l'échelle de Ouais. 5-10 ans, mais sur 1 an aujourd'hui, si on a investi il y a 1 an, normalement tu as un portefeuille dans le vert, qui se porte plutôt bien.
Et quand tu regardes la baisse qu'il y a eu récemment avec ce qui se passe justement dans le Détroit, et ben elle est minime. Elle représente rien pour un investisseur long terme. Mmh. Moi, quand on dézoome, ça représente une toute petite baisse qui est ridicule. Alors C'est oui, clair. si on regarde sur l'échelle de 1 mois, on se dit waouh, c'est catastrophique, j'ai perdu des milliers d'euros. Ouais, mais les milliers d'euros, c'est ce que tu as peut-être gagné 2 fois plus avant sur l'année qui a précédé. Donc, faut prendre beaucoup de recul sur les baisses. Là, on a à peine une correction de marché ce début d'année. C'est même pas un bear market, c'est une Mmh. petite correction qui, ça, on en a très fréquemment. Ah ouais, non, totalement. Non, mais c'est vrai que c'est une mauvaise habitude, c'est de trop zoomer sur le marché Voilà, exactement, et faut de pas pas trop prendre zoomer. assez de recul. Donc non, ça c'est clair. Typiquement, je me souviens, je crois que c'était pendant une coupe du monde, c'était Ronaldo qui faisait une revue de presse et il avait déplacé une canette de Coca. Et là, il y avait tous les médias qui étaient en mode oh là là, l'action Coca s'est effondrée Oui. parce que Ronaldo a mis de côté la canette de Coca. Et il y a plein d'investisseurs qui ont quitté voilà, le marché. Et moi, j'étais investisseur, enfin, je suis investisseur sur Coca-Cola. Et j'ai regardé, j'ai rien vu. Pas de BS, rien du tout. Mmh. Euh, Souvent, les médias adorent faire peur et créer une polémique sur un truc qui n'a pas lieu d'être. Vraiment. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, par rapport aux bonnes habitudes à mettre en place en bourse, si tu en as quelques-unes à nous partager, même si elles sont assez connues, que Ok. toi tu as mis en place potentiellement dès le début ou que tu vois ou que tu conseilles directement, enfin que tu préconises directement auprès de tes clients, ce serait quelles Eh habitudes en ben, gros? là, je vais prendre le cas d'un débutant qui a peut-être pas trop le temps de se former, mais qui veut commencer à se lancer. Déjà, mettre en place ce qu'on appelle un DCA, donc c'est un investissement régulier qui va être fait tous les mois. Même si c'est une petite somme, 50, 100, 200 euros par mois, c'est très bien, ça va être suffisant. Ensuite, identifier un ou 2 ETF grand max à acheter. Si vraiment tu veux pas te prendre la tête, je donne pas de conseils en investissement, mais je partirai malgré tout sur un très connu MSCI World, sur un ETF monde, qui permet de répliquer le marché mondial avec les pays développés. Juste cet ETF, ça va te suffire à te lancer dans le bain et être bien diversifié. Et c'est tout. En fait, t'as pas besoin de plus. C'est pour ça que je dis que la bourse, c'est ennuyeux, parce que si vraiment tu veux te lancer avec une stratégie la plus simple possible, fais un DCA sur un ETF monde, et puis ça peut suffire pour faire fructifier son argent. Ouais, c'est clair. Et puis, une bonne habitude par rapport à ça, ne regarde pas le marché tous les jours. Combien j'en ai vu des Ouais, ça débutants sert à rien. qui commençaient, ils regardaient, oh, mon investissement, toutes les semaines, tous les jours. Oh, il évolue, il monte, il baisse. Non. Au plus tu prends du recul, au plus tu t'éloignes de la bourse, au plus tu seras gagnant sur le long terme. Est-ce que tu éviteras des Ouais, erreurs une croyance psychologiques? qu'on peut avoir vis-à-vis des investisseurs, c'est waouh, il faut suivre l'actualité financière tous les jours, ça prend du temps, j'ai pas envie de mettre la tête là-dedans. La vérité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui ne suivent pas l'actualité financière. Mm. Imaginons quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de ce qui se passe actuellement dans le monde, avec justement ce qui se passe en Iran et tout ça, et ben ça changerait pas grand-chose, en vérité, pour un investisseur long terme. Il peut continuer son investissement, ses investissements réguliers, mais la vérité, c'est que savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, suivre l'actualité financière, suivre ce qui se passe, ça va créer plus de peur. Mm. Qui dit peur dit panique, qui dit panique dit peut-être vendre au mauvais moment, dit mal réagir. Euh, donc, vaut mieux, même des fois, pas du tout se renseigner. Ok, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Eh bien, écoute, merci Arnaud. Pour finir, une dernière question. Si tu pouvais donner une seule recommandation aux investisseurs, aux épargnants qui souhaitent gérer au mieux, bah, littéralement leur argent, tu leur dirais quoi? S'il y a un message que tu Pour, partages, pour quelqu'un qui investit déjà ou pour quelqu'un qui aimerait commencer les deux, soyons fous. Waouh, bonne question. Va me falloir 2 secondes pour réfléchir. Ou une personne qui est en face de toi, qui te dit, écoute Arnaud, j'ai envie d'investir, mais je sais pas trop comment faire. Tu leur dirais quoi? Ok. Ouvre pour commencer un PEA. Si tu es résident en France, ouvre un PEA. Même si tu mets pas d'argent dessus, c'est pas grave. Ouvre un PEA. Fais-moi confiance, dans 5 ans, tu seras content. Ouvre-le dans une banque en ligne. Donc, je t'en donne 3, tu choisis laquelle tu veux. Tu peux partir sur Fortuneo, Trade Republic. Pour ce banque, c'est un peu moins bien aujourd'hui, mais pourquoi pas. Tu choisis l'une des 3. Ouvre ton PEA et renseigne-toi sur les ETF. Trouve un, 2 ou 3 ETF grand max qui sont bien diversifiés et lance-toi. Voilà.
Ok. Eh bien, écoute, merci pour ce Ça. message. C'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, bah, clairement, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie financière, mais ce sont les petites actions répétées chaque semaine, chaque mois que tu vas mettre en place, que ce soit pour la gestion de tes finances, pour ta relation à l'argent et pour tes investissements. Voilà tout ça. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser une note. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Et puis, je vous mettrai le lien de Arnaud Saudré pour le découvrir sur Instagram. En tout cas, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, forme-toi, passe à l'action et investis pour demain. À très vite. Merci Arnaud. Ciao, ciao.